Mon oncle a donné l'entreprise familiale à son fils. Quand je l'ai confronté, il a aboyé, « Ton père n'est plus là. Estime-toi heureux que je te garde sur la liste de paix. » J'ai juste souri et dit, « C'est ça, on verra bien. » Salut, Reddit. Accrochez-vous, parce que celle-là est intense. Si vous n'êtes jamais allé à Midland Odessa, imaginez ceci, de la terre plate à perte de vue, des chevalets de pompage qui hochent la tête comme de vieux hommes fatigués, et assez de poussière pour transformer un camion blanc en camion marron avant l'heure du déjeuner. Tout le bassin permien fonctionne au diesel, au désespoir, et grâce à des types qui répondent au téléphone à 2 heures du matin. Surtout quand un générateur lâche sur une route de concession, à 30 bornes de la station-service la plus proche. Je suis l'un de ces types, ou du moins, je l'étais. Maintenant, je suis le type qui signe les chèques. Je m'appelle Jess, j'ai 27 ans, je suis un homme, et depuis 7 ans, je suis la colonne vertébrale de l'entreprise familiale de maintenance de flotte mobile. Les articulations brûlées, pas de sommeil, et une caisse à outils plus lourde que les meubles de la plupart des gens. J'ai dormi dans la cabine de notre camion de service, entre 2 appels de minuit, avec mes bottes aux pieds, parce que les enlever, c'était comme tenter le diable ici. J'ai changé des injecteurs sous une pluie battante, à 3 heures du matin. Il y avait un contremaître de forage derrière moi, avec sa lampe torche, qui fumait à la chaîne et me demandait toutes les 90 secondes si j'avais bientôt fini. J'ai saigné sur plus de moteurs que je ne peux compter. Le bassin permien se fiche de vos sentiments. Il ne se soucie que du temps de disponibilité. Et j'ai assuré ce temps de disponibilité comme si ma vie en dépendait. Parce que pendant longtemps, je pensais que mon avenir en dépendait. L'hiver dernier, une commande de pièces est arrivée erronée pour la 3e fois sur un boulot où j'étais déjà en retard. J'ai lancé une clé à travers l'atelier assez fort pour cabosser le mur. Mike, notre chef d'atelier, n'a même pas sourcillé. Il a juste regardé la bosse et a dit, « Tu te sens mieux ?» Non. Mais 20 minutes plus tard, j'étais de retour sous ce camion pour finir le travail, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Ce que j'ignorais, c'est que mon oncle menait un tout autre genre d'opération dans les bureaux. Le genre où mon nom se retrouvait sur des documents que je n'avais jamais signés. Mon numéro de sécurité sociale a été utilisé à mon insu, et mes parts héritées dans l'entreprise ont été traitées comme si elles n'existaient pas jusqu'à ce que je fasse en sorte qu'elles existent. Je sais que c'est un peu confus. C'est pourquoi je devrais d'abord vous donner une vue d'ensemble. Brig Equipment Service a été lancé par mon père, Arthur, et son frère, Gérald, il y a environ 15 ans. Ils l'ont monté comme une SARL, propriété partagée à 50-50e, pile au milieu. L'idée était simple, les sociétés de soutien aux champs pétrolifères ont besoin que leur équipement fonctionne. Camion diesel, générateur, remorque de pompage, tout ce qui fait tourner un chantier. Quand quelque chose casse sur le terrain, on ne peut pas le remorquer chez un concessionnaire et attendre 2 semaines. Il faut quelqu'un sur place, rapidement, avec les bonnes pièces et le savoir-faire pour réparer. C'était notre créneau, service de flotte mobile et maintenance pour les entreprises qui faisaient tourner les plateformes de forage. Mon père a bâti la réputation. C'était un mécanicien d'abord, un homme sociable ensuite, et un homme d'affaires peut-être en 5e ou 6e position. Arthur Brig était le genre de type qui conduisait jusqu'à un puits en pleine tempête de grêle, simplement parce qu'il avait dit à un client qu'il serait là à 6 heures, et c'était tout. Les clients lui faisaient confiance parce qu'il se pointait, faisait du travail propre, et ne survendait jamais rien. Il était fiable, et dans les champs de pétrole, la fiabilité vaut plus que l'intelligence. Mon oncle Gérald était l'opposé. Il gérait le côté bureau, banque, compte fournisseur, assurance, contrat en gros, tout ce qui n'était pas une clé à molette. Il était lisse, doué avec les chiffres, et encore meilleur avec les gens qui avaient de l'argent. Il portait des chemises repassées au travail, alors que le reste d'entre nous sentait le diesel et le fluide hydraulique. Gérald pouvait parler à un chargé de prêt bancaire de la même façon qu'il parlait à un pasteur, et vous auriez cru chaque mot les 2 fois. Mon père lui faisait une confiance aveugle pour ce côté de l'entreprise, parce que papa détestait la paperasse comme la plupart des gens détestent les embouteillages. C'est pourquoi Gérald était listé comme le membre gérant sur tous les documents officiels. Mon père voulait tourner des clés, pas brasser du papier. Papa est mort il y a 2 ans. Une crise cardiaque, un dimanche matin. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste parti. J'avais 25 ans et j'étais soudainement copropriétaire d'une entreprise dans laquelle je travaillais depuis mes 16 ans.
L'accord d'exploitation était clair, les 50% de part de papa me revenaient en tant que seul bénéficiaire. L'accord stipulait que si un membre décédait, sa part revenait automatiquement à son héritier une fois la succession réglée. Gérald ne pouvait pas me bloquer, même s'il le voulait. Sur le papier, j'étais le partenaire égal de Gérald. En réalité, Gérald agissait comme si j'étais encore le gamin qui balayait le sol de l'atelier. Le lendemain des funérailles, Gérald m'a pris à part dans le bureau. Il a posé sa main sur mon épaule, m'a regardé dans les yeux, et m'a dit que la meilleure chose que je pouvais faire pour l'entreprise était de continuer exactement ce que je faisais, rester sur le terrain, garder les clients heureux. Le laisser gérer le côté business, parce que c'est ce qu'Arthur aurait voulu. Il l'a dit avec ce ton, comme s'il me faisait une faveur, me protégeant du fardeau de la responsabilité. J'étais en deuil. J'étais fatigué. J'ai dit, d'accord. C'était ma première erreur. J'ai commencé à travailler pour l'entreprise l'été de mes 16 ans. Des corvées au début, nettoyer l'atelier, organiser l'inventaire, accompagner sur les appels de service pour apprendre. À 18 ans, je gérais des diagnostics de base tout seul. À 20 ans, je faisais des interventions en solo sur le terrain. À 22 ans, j'étais le type qu'ils envoyaient quand personne d'autre ne trouvait la solution. Les trucs compliqués, les boulots où l'arrêt coûtait aux clients des milliers de dollars par heure, et où quelqu'un devait se pointer, comprendre le problème vite, et réparer. Mon cousin Théo, le fils de Gérald, est arrivé dans l'entreprise à peu près en même temps que moi. Mais le parcours de Théo ne ressemblait en rien au mien. Pendant que j'étais sur le terrain, à prendre des coups de soleil et à me graisser les mains, Théo était au bureau. Apprendre le métier, comme disait son père. Ce que ça voulait vraiment dire, c'est que Théo assistait aux réunions clients, allait au déjeuner de l'industrie, et participait aux événements de réseautage à Midland où des types avec des bottes propres parlaient de marge et de part de marché. Il a eu des cartes de visite avant de savoir changer un filtre à carburant. Moi, j'ai eu un téléavertisseur et une liste de contacts d'urgence. Théo n'était pas stupide. Il savait parler. Il avait le côté lisse de son père et cette façon de répéter des choses entendues en réunion comme si c'était ses propres idées. Il plaçait des expressions comme « efficacité opérationnelle » et « alignement stratégique » dans des conversations avec des gars qui avaient 30 ans de graisse diesel sous les ongles. Les gars de l'atelier hochaient la tête poliment, puis se regardaient dès qu'ils s'éloignaient. Il y a eu une semaine qui a résumé tout l'arrangement. Théo a pris l'avion pour Houston pour une conférence de 3 jours sur les services pétroliers. L'entreprise a payé l'hôtel, les repas, l'inscription, la totale. Il est revenu avec un tour de cou rempli de cartes de visite et la tête pleine de mots à la mode. Cette même semaine, j'ai enchaîné des quarts de 16 heures, coup sur coup, parce que 2 de nos clients ont eu des pannes d'équipement simultanées pendant une vague de froid qui a mis HS la moitié des générateurs du bassin. J'ai dormi dans mon camion une de ces nuits-là, parce que faire l'aller-retour m'aurait coûté 2 heures que je n'avais pas. Quand on s'est tous les deux pointés à l'atelier ce vendredi-là, Gérald a demandé à Théo comment s'était passée la conférence. Il ne m'a rien demandé. Théo a passé les 2 jours suivants à placer « taux d'utilisation des actifs » dans chaque conversation. Un des techniciens les plus âgés m'a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai dit que ça voulait dire que Théo était allé dans un hôtel avec piscine. Après la mort de papa, ça a empiré. Gérald a commencé à positionner Théo comme l'héritier présomptif de toute l'opération, pas seulement de sa moitié. Les emails de l'entreprise partaient avec le nom de Théo sur les mises à jour opérationnelles. Les communications clients ont commencé à venir du compte de Théo. Gérald présentait Théo lors des événements de l'industrie comme « la prochaine génération de la direction Brig ». Au singulier. Comme si je n'existais pas, comme si je ne possédais pas la moitié de la boîte. Le vol de crédit a empiré à mesure que le rôle de leader de Théo s'étendait. J'étais dans l'atelier un après-midi quand je l'ai entendu au téléphone avec un client, qui mentionnait la rapidité d'une réparation de générateur effectuée tard dans la nuit. La porte de son bureau était ouverte et sa voix portait. « C'est notre fierté », disait Théo, en se penchant en arrière dans son fauteuil comme un type qui avait gagné ce droit. Réponse rapide, temps d'arrêt minimal. C'est ancré dans notre culture. Notre culture. Aucune mention de celui qui avait réellement conduit 45 minutes dans le noir, diagnostiqué une défaillance du faisceau de câble à la lampe frontale, et remis l'unité en ligne avant l'arrivée de l'équipe du matin. C'était juste, nous. Quand les choses allaient bien, c'était l'équipe Brig. Quand les choses allaient mal,
ça atterrissait sur mon téléphone. La situation avec Permian Logistique, c'est celle qui m'a vraiment fait mal. Permian Logistique était notre plus gros compte, près d'un tiers du revenu annuel, et j'étais leur point de contact principal depuis le jour de la signature. Ils avaient une flotte de camions de service qui n'arrêtaient pas de sortir des codes d'erreur moteur et des trucs intermittents, le genre de problème qui donne envie de s'arracher les cheveux parce que ça ne déconne jamais quand on regarde. J'ai passé 3 week-ends d'affilée à inspecter leurs camions un par un. Je traçais le câblage, remplaçais des capteurs, lançais des diagnostics, jusqu'à ce que je trouve enfin la source, un lot de connecteurs ECM défectueux provenant d'une mauvaise livraison fournisseur. J'ai gardé des traces de tout. Mes mains étaient gercées par le dégraissant au 3e week-end. J'avais des diagrammes de connecteurs étalés sur ma table de cuisine à minuit, comme un type planifiant un braquage. J'ai rédigé un rapport avec les numéros de pièces, les schémas de défaillance et un calendrier de remplacement recommandé. Théo a apporté ce rapport à la réunion client suivante. Il l'a présenté comme une « analyse de santé de la flotte » sur laquelle il travaillait. Le responsable des opérations, un type nommé Dal qui m'appelait directement depuis des années, a envoyé un email ensuite pour remercier Théo de sa minutie. Gérald a transféré cet email à toute l'entreprise avec pour objet « Voilà à quoi ressemble le leadership client ». Ce même après-midi, Gérald a arrêté Théo dans le couloir, là où 3 d'entre nous pouvaient entendre. Il a tapé sur l'épaule de Théo et a dit « Cet email de Permian Logistique, c'est le genre de gestion relationnelle qui fait grandir cette entreprise. Bon boulot ». Théo a hoché la tête comme s'il venait de conclure un marché du Fortune 500. J'étais debout à 3 mètres de là, avec du fluide hydraulique sur ma chemise. Gérald ne m'a pas regardé. Mike était à côté de moi, en train de reconstruire un assemblage de vannes. Il a attendu que Gérald retourne dans son bureau, puis a dit sans lever les yeux, 3 week-ends ? C'est ce que ce rapport t'a coûté. 3 week-ends ? Je n'ai rien dit. Il ne me demandait pas de répondre. Gérald ne faisait jamais rien de tout cela d'une manière qui permettait de le confronter directement. Les vraies coupures se produisaient dans des moments plus petits. Une fois, après avoir décroché une recommandation d'un client satisfait, quelque chose qui aurait dû être une victoire, Gérald m'a pris à part dans le couloir de l'atelier. Il a mis sa main sur mon épaule, a souri, et a dit « C'est super, Jess. Vraiment. Mais il y a une différence entre la fiabilité et le leadership. Ta fiabilité, le leadership de Théo et les deux comptent. » Il l'a dit comme s'il me faisait un compliment. Celle-là m'est restée en travers de la gorge. Le pire exemple fut lors d'une réunion trimestrielle à laquelle j'avais, pour une fois, été invité. J'avais rassemblé des idées pour développer nos contrats de maintenance préventive, des chiffres réels, des revenus projetés, des données de rétention client que j'avais compilées sur mon temps libre. J'étais au milieu de mon explication quand Gérald m'a coupé. Il a levé la main, a souri à la salle, et a dit « Jess, mon vieux, on adore ton énergie. Mais tu es un gars de la clé à molette, et c'est un compliment. Laisse le côté business gérer le business. » Je suis resté assis là, avec l'impression que quelqu'un venait de me tapoter la tête devant toute la salle. Chaque fois que j'évoquais mon désir de plus d'implication dans les décisions de l'entreprise, Gérald se penchait en arrière dans son fauteuil, souriait, et détournait le sujet. Il disait des choses comme « Jess, on a besoin de toi sur le terrain. Tu es trop précieux pour qu'on t'en sorte. Théo gère le côté client. C'est la division du travail. » Et ça semblait logique, même si la logique était conçue pour me garder exactement là où Gérald me voulait, utile, invisible, et loin de tout ce qui comptait. Après cette réunion trimestrielle, quelque chose a changé en moi. J'étais toujours en colère, bien sûr, mais en dessous de ça, j'ai commencé à prêter attention différemment. Je regardais comment les décisions étaient prises, qui en bénéficiait, et où allait vraiment l'argent. Et plus je regardais, plus je réalisais que Gérald avait passé des années à construire une structure où Théo obtenait la visibilité, le crédit et les relations, tandis que j'obtenais les appels d'urgence, la responsabilité légale et l'épuisement. La première chose que j'ai faite, c'est de ressortir l'accord d'exploitation, le vrai document, pas l'interprétation de Gérald. Je l'avais à peine regardé après la mort de papa. Gérald avait géré toute la transition successorale, m'avait dit que tout était en ordre, et je lui avais fait confiance. Stupide. L'accord d'exploitation était clair sur un tas de trucs que Gérald n'avait opportunément jamais mentionnés. En tant que membre à 50%, je pouvais inspecter les livres.
J'étais censé recevoir des rapports financiers trimestriels. J'avais un droit de vote sur les décisions majeures, prêts, vente d'actifs, modification de l'accord. Je pouvais convoquer une assemblée des membres, rien de tout cela ne m'avait jamais été proposé ou accordé par Gérald. J'ai commencé à tout documenter. Les décisions que Gérald prenait sans me consulter. Les états financiers que je ne recevais jamais. Chaque fois que Théo était positionné comme le seul avenir d'une entreprise dont je possédais la moitié, je prenais des notes dans un cahier d'écolier acheté à la station-service. Rien de numérique qui pourrait être accessible depuis le réseau de l'entreprise. La première personne à qui j'ai parlé a été Mike. Nous étions à l'atelier après les heures de travail. Je l'aidais à finir un freinage sur un des camions de service, et je l'ai juste dit à voix haute. Je lui ai dit que quelque chose clochait dans la façon dont Gérald gérait les choses, et que j'allais découvrir quoi. Mike n'a pas levé les yeux de ce qu'il faisait. Il a fini de serrer un boulon d'étrier, a posé la clé, et a dit qu'il attendait depuis 2 ans que je comprenne ça. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que les clients n'appelaient pas Brig Équipement Service. Ils appelaient Jess. Et il a dit que mon père aurait voulu que je protège ce qu'il avait construit, pas que je regarde Gérald le démonter pour pièces. Mike faisait ses propres observations silencieuses, lui aussi. Sans que je le demande, il gardait des notes mentales sur des choses qui ne collaient pas. Des prix fournisseurs qui semblaient élevés. De nouveaux fournisseurs dont personne à l'atelier n'avait jamais entendu parler. Des commandes de pièces qui passaient par le bureau au lieu des canaux normaux qu'il avait construits sur 12 ans. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien prouver, mais que les chiffres semblaient faux. J'ai trouvé un avocat à Midland spécialisé dans les litiges commerciaux. Je lui ai montré l'accord d'exploitation, mes documents d'héritage et mes notes. Il a examiné le tout pendant environ 20 minutes, puis a levé les yeux vers moi. Il m'a dit que Gérald opérait en dehors de l'accord depuis 2 ans. Pas de divulgation financière pour moi en tant que membre. Pas de consultation sur les décisions majeures. Pas de réunion des membres. Au minimum, j'avais des motifs pour exiger une comptabilité complète des finances de l'entreprise remontant à la mort de mon père. L'avocat m'a dit de continuer à documenter et de demander formellement les dossiers financiers par écrit. J'ai envoyé la lettre la semaine suivante. Lettre recommandée avec accusé de réception. Demande formelle d'inspection des livres et registres conformément à mes droits en vertu de l'accord d'exploitation. J'ai tout listé, état financier, relevé bancaire, documents de prêt, contrat fournisseur, police d'assurance, déclaration fiscale. J'ai donné 30 jours à Gérald pour s'exécuter. Gérald m'a appelé ce soir-là. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous. Il a demandé pourquoi j'envoyais des lettres juridiques au lieu de simplement lui parler. Il a dit que nous étions une famille. Je lui ai dit que j'essayais de lui parler depuis 2 ans et qu'il me traitait comme un employé au lieu d'un propriétaire. Je lui ai dit que je voulais voir les livres. C'était tout. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Estime-toi heureux que je te laisse travailler ici. On ne te doit rien. Qu'il me laisse travailler ici. Dans l'entreprise que mon père a construite, dont je possède la moitié. Qu'il me laisse. J'ai dit, Gérald, tu vas me donner ces dossiers d'une manière ou d'une autre. L'appel est arrivé un jeudi après-midi, environ 2 semaines après l'envoi de la lettre de mise en demeure. J'étais sous le capot d'un camion de service Kenworth, en train de remplacer un actionneur de turbo, quand mon téléphone a vibré. Cara Whitfield, responsable des relations à la Basin West Bank. Elle s'occupait des prêts commerciaux pour les entreprises de services pétroliers. Intelligente, directe, tolérance zéro pour les bêtises. Je confirme juste certains détails du dossier, a-t-elle dit. Vous êtes listé comme opérateur clé sur le financement de l'équipement et la ligne de crédit renouvelable. La souscription fait spécifiquement référence à vous. Je lui ai dit que ça semblait correct. J'étais la personne principale pour les opérations sur le terrain. Il y a aussi un avenant de garantie personnelle avec ce qui semble être votre signature, a-t-elle ajouté. Engageant votre responsabilité personnelle pour la facilité de crédit renouvelable de l'entreprise. Votre nom, votre numéro de sécurité sociale. Je me suis figé. Un avenant de garantie personnelle. Correct. Pas un formulaire de personnel, pas une reconnaissance opérationnelle. Une garantie personnelle engageant vos biens personnels comme collatéral pour la dette de l'entreprise.
Quand est-ce que ça a été signé, ai-je demandé. Elle m'a donné une date d'il y a environ 18 mois, 6 mois après la mort de mon père. Pendant ce que Gérald avait appelé un « renouvellement bancaire de routine ». La banque avait tout relancé après la mort de papa pour mettre à jour la structure du compte, et Gérald avait fait passer ça pour de la paperasse standard. Cara, je n'ai jamais signé de garantie personnelle pour quoi que ce soit. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque l'entendre recalculer à l'autre bout du fil. C'est noté, a-t-elle dit prudemment. Je vais devoir signaler cela pour un examen interne. Nous devrons extraire la piste complète de soumission de ce document. Je vous recontacter. Je suis resté dans cette baie d'atelier pendant je ne sais combien de temps. Mes mains tremblaient, et ce n'était pas à cause du froid. Pendant 18 mois, mon nom avait été attaché à la dette de l'entreprise. Si l'entreprise faisait défaut, je pouvais être personnellement redevable de centaines de milliers de dollars. Et Gérald avait fait ça après la mort de mon père, quand il pensait que j'étais trop aveuglé par le chagrin pour remarquer. J'ai rappelé Cara dans l'heure et j'ai demandé comment la garantie avait été soumise. Elle a sorti le fichier et m'a dit que le document était arrivé dans le cadre d'un dossier de renouvellement soumis électroniquement depuis l'email principal du bureau de l'entreprise. Une enveloppe DocuSign initiée par le compte de Gérald. Mon bloc de signature avait été pré-rempli. Le registre d'achèvement montrait que l'enveloppe avait été signée depuis la même adresse IP que les autres soumissions de Gérald, pas depuis mon téléphone, pas depuis mon email, ni depuis aucun appareil que j'avais jamais utilisé. Cara a dit qu'elle notait tout cela. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit directement au bureau de mon avocat et j'ai attendu dans le hall jusqu'à ce qu'il puisse me recevoir. Il a tout écouté. Il a dit, c'est de la fraude, et a commencé à décrire ce que nous devions documenter. Puis il m'a dit que cela changeait toute la situation. Falsifier une garantie personnelle n'était pas seulement une violation de l'accord d'exploitation. C'était potentiellement criminel, et cela me donnait un levier. Nous avons rédigé 2 lettres ce soir-là. La première était une contestation formelle à la Basin West Bank, remettant en cause l'authenticité de la garantie et exigeant qu'ils produisent le document original ainsi que la trace complète de la soumission électronique. La seconde lettre était pour Gérald. Ce n'était plus une demande. C'était une exigence. Produire tous les dossiers financiers sous 10 jours. Reconnaître par écrit que la garantie personnelle avait été soumise sans ma connaissance ni mon consentement, et programmer une réunion des membres pour aborder mes préoccupations concernant la gestion de l'entreprise. La lettre précisait clairement que le non-respect entraînerait une action en justice, y compris une pétition au tribunal pour la nomination d'un administrateur judiciaire afin de superviser les opérations de l'entreprise en attendant la résolution. J'ai aussi déposé une plainte à la police, pas parce que je m'attendais à ce qu'ils arrêtent Gérald le lendemain, mais parce que je voulais que ce soit documenté. J'ai sorti mon rapport de crédit ce soir-là, à ma table de cuisine, à 1h du matin. Des enquêtes de crédit que je ne reconnaissais pas, de nouveaux comptes que je n'avais jamais ouverts. J'ai tout vérifié. C'est revenu propre, pas de surprise. Mais le fait de devoir m'asseoir là à scanner chaque ligne, en me demandant ce que mon oncle avait pu faire d'autre avec mon numéro de sécurité sociale, c'était un sentiment que je ne souhaiterais à personne. La réponse de Gérald est arrivée 3 jours plus tard. Pas de conformité, une contre-attaque. Il a envoyé une lettre via son propre avocat prétendant que je l'avais, autorisé verbalement, à gérer toutes les affaires bancaires au nom de l'entreprise, que la garantie était une pratique commerciale standard, et que ma soudaine hostilité créait une perturbation opérationnelle qui pourrait nuire à l'entreprise. Il a aussi prétendu que ma performance sur le terrain déclinait et qu'il examinait si mon implication continue était dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Mon avocat l'a lu et a littéralement ri. Il m'a dit que Gérald bluffait. On ne peut pas autoriser verbalement quelqu'un à forger sa signature sur un document financier. Ça ne marche pas comme ça. Et menacer de virer un propriétaire à 50% parce qu'il vous a surpris en train de commettre une fraude? C'était du désespoir déguisé en papier à en-tête juridique. Nous avons répondu en déposant une motion pour une injonction d'urgence. La motion demandait au tribunal de geler les décisions majeures de l'entreprise, d'obliger la production des dossiers financiers, et d'interdire à Gérald de m'écarter des opérations de l'entreprise. L'audience a été programmée pour 2 semaines plus tard. Entre-temps, la pression de la banque a commencé à monter. La réponse de Basin West à ma contestation a atterri dans leur service juridique, et ils ont signalé le dossier de crédit de l'entreprise pour un examen interne.
La piste d'audit DocuSign confirmait tout ce que Kara m'avait dit. La banque a placé un gel administratif sur la ligne de crédit renouvelable en attendant la résolution complète du litige sur la garantie. En termes bancaires, cela signifiait que le renouvellement ne pouvait pas être traité, et sans le renouvellement, la ligne de crédit avait un compte à rebours. Pour une entreprise qui utilisait cette ligne de crédit pour faire flotter les achats d'équipements, l'inventaire des pièces et la paie pendant les mois creux, même un gel temporaire était une mauvaise nouvelle. Pendant ce temps, j'ai arrêté de faire des heures supplémentaires non payées. Plus d'appels de minuit. Plus de décrochage de téléphone à 2 heures du matin parce qu'un contremaître paniquait à propos d'un générateur mort sur une route de concession. Plus de couverture des trous dans le planning parce que Théo ne savait pas gérer la répartition. Si un appel arrivait après les heures, je le renvoyais vers la ligne du bureau. Si un travail n'était pas sur mon emploi du temps officiel, je n'y touchais pas. Tout passait par les canaux appropriés, documentés, horodatés, selon les règles. Je ne sabotais rien. Je faisais mon vrai travail. Il s'avère que mon vrai travail était soutenu par environ 30 heures par semaine de travail gratuit que je ne leur donnais plus. Les systèmes que j'avais construits avaient assez d'élan pour tenir quelques jours. Mais l'élan ne dure pas quand le moteur arrête de pousser. À la fin de la première semaine, des fissures sont apparues. Un client a appelé pour une réparation d'urgence sur un camion grue qui bloquait un site. Théo a envoyé un technicien junior. Le gamin n'a pas pu diagnostiquer le problème, a appelé Théo pour être guidé, et Théo n'a pas pu l'aider parce que Théo n'avait jamais travaillé sur un camion grue de sa vie. 4 heures d'arrêt sur un site coûtant 5 chiffres par jour. Le client m'a appelé directement ce soir-là. Je lui ai dit que toutes les demandes de service devaient passer par le bureau principal et je lui ai donné le numéro. Il a ri. Mike m'a pris à part le lendemain, pas pour me faire un discours d'encouragement, mais pour me montrer quelque chose de concret. Il avait surveillé le tableau de planning interne. Théo avait doublement réservé des techniciens 3 fois, envoyé les mauvaises pièces pour 2 travaux, et promis des délais physiquement impossibles. Mais les échecs de planning n'étaient pas ce que Mike voulait me montrer. Il a sorti son téléphone et m'a montré un fil de discussion avec l'un de nos fournisseurs de pièces. Le représentant du fournisseur avait demandé directement à Mike si l'entreprise traversait des changements parce que Théo lui avait dit que je transitionnais hors de l'entreprise et qu'une nouvelle direction opérationnelle prenait le relais. Mike avait aussi entendu la même histoire de la part du coordinateur de flotte d'un client qui avait appelé l'atelier pour me demander. Ils étaient déjà en train de réécrire l'histoire, présentant mon départ comme volontaire, pour que personne ne demande pourquoi le type qui faisait vraiment tourner la boutique était soudainement parti et préparant le terrain pour que je prenne le blâme de mon départ au lieu de pour m'avoir poussé dehors. Gérald a tenté de limiter les dégâts avec la banque. Il a programmé une réunion avec Kara pour présenter une demande de crédit révisée, en retirant mon nom. Mais me retirer ne changeait pas seulement un formulaire, ça changeait le profil de risque. Sans un opérateur clé crédible avec mon historique, le modèle de souscription de la banque paraissait bien pire. Théo a essayé de se positionner comme l'opérateur clé remplaçant, mais son CV se résumait à des déjeuners et des posts LinkedIn. Kara a dit à Gérald que les conditions révisées reflétaient le profil opérationnel actuel de l'entreprise, taux plus élevé, limite plus basse, collatéral supplémentaire. C'était le langage bancaire pour dire, prouvez que vous pouvez survivre sans le gars que vous venez de perdre, parce que pour l'instant, on n'y croit pas. C'est arrivé un mercredi, environ une semaine après que les échecs de planning de Théo ont commencé à s'empiler. Permian Logistique avait un transporteur, un Peterbilt 389 tirant une remorque surbaissée chargée d'une chargeuse compacte sur chenille CAT 289D, qui déplaçait l'équipement d'un site terminé vers un nouvel emplacement à 60 km au sud sur la 385. Le filtre à particules diesel, FAP, du camion a signalé un défaut de régénération après 25 km de trajet. Le chauffeur s'est rangé sur l'accotement parce que le moteur se mettait en sécurité, perdant rapidement de la puissance. Il a appelé la répartition de Permian Logistique. La répartition a appelé Brigue Équipement Service. Théo a pris l'appel. Si j'avais pris cet appel, ça aurait été une réparation de 90 minutes. Technicien senior. Kit d'outils spécifiques FAP. Remplacer le capteur de pression sur le bord de la route. Forcer une régénération manuelle. Terminé. J'avais géré ce travail exact sur les camions de Permian Logistique une douzaine de fois. Je connaissais leur flotte par cœur. Théo a envoyé Cal, un des techniciens juniors,
mais il l'a envoyé avec une caisse à outils générale au lieu de l'outillage spécifique pour le FAP, parce que Théo ne connaissait pas la différence. Cal est arrivé sur place, n'a pas pu extraire les bons codes d'erreur sans le logiciel de diagnostic approprié, et a appelé Théo pour être guidé. Théo lui a dit d'effacer les codes et d'essayer une régénération manuelle. Cal ne pouvait pas en initier une sans l'outil d'interface adéquate. Il a rappelé Théo. Théo lui a dit de rester en attente. Ce camion est resté sur l'accotement de la 385 pendant 6 heures. 6. La remorque surbaissée était moitié sur l'accotement, moitié sur la voie, juste assez pour rendre furieux tous les camionneurs de la 385. Un shérif du comté s'est pointé après la 3e heure, s'est approché de la fenêtre du chauffeur et a dit « Vous avez environ 45 minutes pour faire bouger cet engin, sinon j'appelle la dépanneuse. C'est votre choix. » Permian avait son propre service de remorquage en attente. Mais la répartition a dit au shérif qu'ils attendaient que Briggs finisse le diagnostic avant d'appeler. À la 4e heure, Cal était debout sur l'accotement avec un gilet de sécurité, faisant signe au trafic d'une main et tenant son téléphone de l'autre, essayant de faire décrocher Théo. Le gamin avait l'air sur le point de vomir. Le chauffeur a appelé Dal. Dal a appelé Briggs. Théo a dit qu'il travaillait dessus. Dal a rappelé 2 heures plus tard. Théo n'a pas répondu. Dal a appelé une 3e fois et est tombé sur la messagerie du bureau. Ça fait 3 appels de votre plus gros client restés sans réponse pendant que leur camion est en panne sur une route nationale avec une remorque chargée et un shérif menaçant de mise en fourrière. La chargeuse sur la remorque était attendue sur le nouveau site ce matin-là pour des travaux de fondation. La livraison manquée a déclenché une clause de pénalité de retard dans le contrat de Permian Logistique avec l'opérateur de forage, $1,000 pour chaque heure au-delà de la fenêtre de livraison. Le temps qu'un deuxième technicien arrive avec le bon équipement, il faisait nuit. Le temps que cette chargeuse arrive enfin le lendemain matin, Permian Logistique se retrouvait avec plus de $22,000 de pénalité, parce qu'un travail de capteur FAP qui aurait dû prendre 90 minutes s'est transformé en un désastre d'une journée entière. Dal m'a appelé ce soir-là. Pas Théo, pas Gérald. Moi. Jess. Sa voix était plate. Il avait déjà pris sa décision. Quoi de neuf, ai-je dit. $22,000 de pénalité parce que ton cousin a envoyé un gamin avec la mauvaise caisse à outils pour un job FAP, et qu'il a ensuite arrêté de répondre à son téléphone. Il a marqué une pause. J'ai été patient avec les réponses lentes, les problèmes de planning, la baisse de qualité. Mais là, c'est fini. Je lui ai dit que je comprenais. Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais dit à aucun client encore. Je lui ai dit qu'il y avait un litige juridique en cours à l'entreprise, que je faisais valoir mes droits de propriété, et que la situation allait se résoudre d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines. Dal est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit, « Jess, je me fous de ta situation familiale. Ce qui m'importe, c'est que mes camions roulent. Tu me diras quand c'est toi qui prendras les décisions, et on parlera. D'ici là, je regarde d'autres options. » 2 jours plus tard, Permian Logistique a envoyé une notification formelle écrite. Le contrat était suspendu immédiatement, en attendant un examen de capacité de service avec une clause de résiliation de 60 jours. Dans les champs de pétrole, c'est un certificat de décès. L'audience a eu lieu 2 semaines après notre dépôt de plainte, pile à l'heure. Mon avocat a présenté les preuves, la garantie falsifiée, la piste DocuSign, l'échec de Gérald à fournir les dossiers financiers, le schéma d'exclusion des décisions auxquelles j'avais légalement le droit de participer. L'avocat de Gérald a essayé d'argumenter que j'étais un employé mécontent, essayant de perturber une entreprise familiale, mais la juge n'a pas marché. L'accord d'exploitation était clair. Les preuves de falsification étaient claires. La juge a accordé une injonction préliminaire gelant les décisions majeures de l'entreprise, a ordonné à Gérald de produire tous les dossiers financiers sous 14 jours, et a programmé une audience de suivi pour traiter le litige de propriété sous-jacent. Plus important encore, la juge a dit quelque chose que mon avocat m'a décrit comme étant très sérieux. Elle a dit que les preuves montraient que Gérald ne tenait pas son rôle de membre gérant, et que s'il continuait, elle envisagerait de le destituer. Quand elle a dit ça, Gérald a eu l'air sincèrement effrayé. Les dossiers financiers sont arrivés le 13e jour. Mon avocat et moi les avons passés en revue ensemble. Ce que nous avons découvert était pire que prévu.
Gérald se versait des frais de gestion qui n'étaient pas autorisés dans l'accord d'exploitation. Il faisait passer des dépenses personnelles sur le compte de l'entreprise. Il avait signé des contrats avec des fournisseurs appartenant à des gens qui s'avéraient être ses amis du country club, à des prix supérieurs au marché. Et il positionnait l'entreprise pour prendre plus de dettes garanties par les actifs de la société afin de financer des plans d'expansion qui auraient dilué ma part de propriété effective avec le temps. Les chiffres qui semblaient faux à Mike? Il avait raison. Un fournisseur de pièces en particulier ressortait. Une entreprise vers laquelle Gérald avait basculé environ 8 mois après la mort de papa, soi-disant pour de meilleurs prix. Les factures montraient des prix 12% à 15% plus élevés que ce que Mike pouvait obtenir via ses contacts établis pour les mêmes pièces. J'ai demandé à Mike de sortir les anciens devis de ses relations fournisseurs. La comparaison était accablante. Gérald avait coûté à l'entreprise des dizaines de milliers de dollars en dépenses inutiles, et le fournisseur se trouvait être dirigé par un type avec qui Gérald jouait au golf. Mon avocat a appelé ça un cas d'école de transactions intéressées et de manquement à l'obligation fiduciaire. Il a dit que nous pourrions plaider cela pendant des années si nous voulions, mais qu'il y avait une voie plus rapide. Nous avons fait une offre à Gérald. Il pouvait soit faire face à un procès qui exposerait tout ce qu'il avait fait, incluant potentiellement un signalement au pénal pour la falsification, soit accepter un rachat. Il me transférerait ses 50% de parts en échange d'un paiement structuré sur 5 ans, garanti par les actifs de l'entreprise. Le financement par le vendeur gardait les choses simples, moins cher pour les deux parties que de traîner ça devant les tribunaux, et Gérald évitait une plainte pour fraude au passage. Il démissionnerait de tous ses rôles dans l'entreprise immédiatement. Théo serait licencié pour faute grave basée sur les échecs opérationnels documentés. Et Gérald signerait une décharge acceptant de ne pas interférer avec les opérations de l'entreprise ni de dénigrer l'entreprise auprès des clients ou fournisseurs. Le paiement sur 5 ans était gérable car structuré sur les revenus projetés, et Gérald savait que se battre au tribunal lui coûterait plus en frais d'avocat que ce qu'il récupérerait jamais, pendant que son linge sale serait lavé en public dans les dossiers judiciaires. Gérald a essayé de négocier. Il voulait plus d'argent. Il voulait que Théo garde son travail. Il voulait être appelé consultant au lieu d'être viré. Mon avocat lui a dit que l'offre était l'offre. C'était ça ou le tribunal. Son avocat a rappelé 48 heures plus tard. Gérald a accepté. Le jour où les papiers ont été signés, je suis entré dans le bureau de Briggs Équipement Service en tant que seul propriétaire. Mike attendait dans l'atelier. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête une fois. C'était suffisant. Théo a vidé son bureau ce même après-midi. Il ne m'a pas regardé. Il a mis ses affaires dans un carton, est monté dans son camion, et est parti. J'ai appelé Dal chez Permian Logistique cet après-midi-là. Je lui ai dit que la situation était résolue, que j'étais maintenant le seul propriétaire et décideur, et que je voulais regagner son business. Il a dit qu'il me donnerait une chance, un contrat de maintenance d'essai, d'une portée plus petite que ce que nous avions avant, mais de vrais revenus basés sur la confiance. Il allait falloir reconstruire. Premier service programmé, à l'heure, les bonnes pièces, 0 problème. Dal a envoyé un email d'une ligne après. C'est ce dont je me souviens. Red Iron Transport, un autre compte de taille moyenne qui avait arrêté d'appeler, a repris contact dans le mois. Leur gestionnaire de flotte avait entendu par le bouche à oreille que les choses avaient changé. Les nouvelles vont vite dans le bassin permien. Les 6 mois suivants ont été du vrai travail. Reconstruire les relations clients que Gérald et Théo avaient endommagées a pris plus que des appels téléphoniques. Certains comptes sont revenus immédiatement. D'autres ont pris des semaines de service constant avant de nous faire confiance à nouveau. Quelques-uns ne sont jamais revenus. Tous les ponts ne peuvent pas être reconstruits. Nettoyer les comptes fournisseurs fut un projet à part entière. Mike et moi avons passé 3 week-ends complets à passer en revue chaque relation fournisseur, comparant les prix, renégociant les termes, coupant ceux qui avaient profité des arrangements confortables de Gérald. La loyauté va dans les deux sens. Bazin West a tué la garantie falsifiée une fois le transfert de propriété effectué. Ils ont retiré Gérald de tous les comptes et instauré une règle selon laquelle toute garantie future nécessiterait 2 signatures. Gérald ne pouvait plus mettre son nom sur une serviette dans cette banque sans que quelqu'un ne le signale. Remettre la ligne de crédit d'aplomb a pris quelques semaines de plus, cette fois avec de vraies signatures et de vrais papiers. Cara m'a dit en off qu'elle avait surveillé la situation et qu'elle était contente de l'avoir résolue de la bonne façon.
Mike est devenu mon partenaire opérationnel. Il ne voulait pas de part, il disait qu'il était trop vieux pour ce genre de pression, mais il voulait un intéressement aux bénéfices et une véritable autorité sur l'atelier. Accordé. On a promu Reban, un des techniciens juniors qui faisait du travail solide, au poste de chef technicien. Cal, le gamin qui avait été bloqué sur la 385. Nous nous sommes séparés en bons termes. Il a trouvé un travail en atelier à Odessa qui lui convenait mieux. Nous avons embauché 2 nouveaux gars qui connaissaient vraiment le diesel et voulaient apprendre. J'ai gardé le nom de l'entreprise, Brig Équipement Service. Mon père a bâti cette réputation de ses propres mains, et je n'allais pas laisser les erreurs de Gérald l'effacer. J'ai changé le logo, par contre, j'ai ajouté « et l'année où mon père l'a lancé. Une petite chose, qui signifiait beaucoup pour moi. Gérald a déménagé à Houston. Aux dernières nouvelles, il faisait quelque chose dans la vente d'assurance. Le LinkedIn de Théo dit toujours « directeur du développement commercial », mais il n'y a aucune entreprise listée en dessous. Aucun des deux ne m'a appelé. Ça me va très bien. La première fois que j'ai déposé un chèque avec mon nom comme seul propriétaire sur le compte, je suis resté assis dans mon camion sur le parking de la banque pendant 5 bonnes minutes, juste à le regarder. Certains soirs, je pense à mon père. Je me demande ce qu'il dirait s'il pouvait voir comment tout ça s'est joué. J'aime penser qu'il serait fier que je n'ai pas laissé Gérald démonter l'entreprise pour pièces, que je me sois battu pour ce qui était à moi, et que j'ai protégé ce qu'il a construit. Le mois dernier, Mike et moi étions assis dans l'atelier après les heures de travail, à passer en revue les chiffres trimestriels. Les revenus étaient en hausse de 15% par rapport à la même période l'année dernière. La rétention client était solide. La banque avait approuvé une ligne d'équipement pour un 3e camion de service. Nous grandissions de la bonne manière. Pas de poudre aux yeux. Mike a regardé les chiffres et a dit une phrase, « Ton vieux aurait aimé ça. » C'était le meilleur compliment que quiconque aurait pu me faire.